30 صفحه. الا قدرتوا تصفحوا ولا كان عندكم زملاء ديالكم كيهتموا بالموضوع بطبيعه الحال غادي يكون المعلومات اكبر دقه داخل الوثيقه الملحقه للملف الذي سلم لكم. ولا سمحتوا لي غادي نعبر باللغه الفرنسيه وبطبيعه الحال غادي ننوع عند الحاجه باللغه العربيه والعكس بالعكس. كما قال السيد الرئيس، هذا العمل جاء مباشره، هذا التقرير تبنى مباشره بعد الخطاب الملكي السامي ديال 20 غشت 2022 اللي ذكر فيه صاحب الجلاله فيه صاحب الجلاله الاشكاليه الضروره ديال اعاده النظر في السياسات المخصصه لمغاربه العالم، وطرح صاحب الجلاله واحد العدد ديال الاسئله اللي هي جوهريه يعني وتوجيهيه في نفس الوقت، تتطلب تقييم السياسات واعاده النظر في السياسات وفتح مجال جديد وافق جديده للسياسات العموميه المخصصه لمغاربه العالم. فاللجنه اسست باقتراح من طرف السيد الرئيس ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وانطلقت في العمل ديالها نهار فاتح سبتمبر ديال واتفاق يعني الموندال اللي استقر من طرف السيد الرئيس هو نخدموا في ظرف 60 يوم، يعني ظرف وجيز، والحمد لله توفقنا في هذا الظرف هذا وتاسست لجنه خاصه une commission ad hoc qui a travaillé sur le sujet. هاد المعلومات كلها راه كاينه في التقرير وتركب العمل حول 4 ديال المحاور. Le premier axe, mieux comprendre et mieux connaître les Marocaines et les Marocains du monde. شكون هما هاد الناس هذا، كيفاش تطورت الوضعيه ديالهم، شحال هما، فين هما، اش تينتظروا، شنو هي التطلعات ديالهم. من خلال هاد المعطيات اللي جمعنا حاولنا نجاوبوا على السؤال الثاني هو comment mieux servir et comment mieux renforcer la protection des droits et de la dignité des Marocains. Les Marocains du monde ont un droit à la protection de leur dignité. Ils aspirent à la protection de leurs droits partout où ils sont. Et nous nous sommes posé la question de savoir comment faire pour mieux protéger leurs droits et mieux protéger leur dignité partout où ils sont. Troisième axe, comment mieux soutenir et encourager la contribution des Marocains du monde au développement du pays. Avec un paradigme, je le dis tout de suite, nouveau, qui n'est plus celui de l'attente simplement des transferts financiers des Marocains du monde vers l'économie ou vers les finances intérieures. L'idée est de rompre avec la vieille image des Marocains du monde comme source de transfert, comme facteur d'équilibrage des déficits des comptes extérieurs, et aussi de rompre avec l'idée de faire de l'immigration un outil de régulation du chômage. Donc c'est véritablement un autre regard que nous avons essayé de proposer. Et pour ça, quatrième axe, comment co-construire avec les Marocains du monde des liens qui démultiplient leur succès. On a vu le magnifique succès dont a parlé le président à l'occasion de la Coupe du Monde. C'est un parmi les succès. Il y en a beaucoup d'autres, des succès dans tous les domaines. On trouve des Marocains à la pointe dans plusieurs domaines. L'idée, c'est comment démultiplier avec eux leur succès et comment, avec eux aussi, contribuer à étendre le rayonnement du Maroc. Voilà les 4 axes sur lesquels nous avons travaillé. Quelques chiffres. Je ne vais pas m'appesantir beaucoup aujourd'hui sur les chiffres. Premier constat, il y a une instabilité sur les chiffres. Les chiffres varient selon les sources, parce que les méthodes aussi d'identification des Marocains du monde ne sont pas les mêmes. Selon qu'on s'intéresse à leur immatriculation dans les consulats, mais on sait que tous ne sont pas immatriculés dans les consulats. Selon qu'on s'intéresse au fait de savoir où est-ce qu'ils sont nés, l'Organisation des Nations Unies, par exemple, retient de l'immigration la définition qui consiste à dire que est un immigré ou une émigrée la personne qui vit dans un autre pays que celui où elle est née. D'accord ? Donc si c'est une définition restrictive. Il y a des Marocains qui sont nés à l'étranger, de parents marocains, ou de grands-parents marocains, et qui sont toujours marocains, et qui ont toujours un sentiment d'appartenance. Donc l'estimation, on est entre 5, 6,5, parfois jusqu'à 7 millions de Marocains selon les sources. Ces Marocains, en grande partie,
pratiquement 8, un peu plus de 8 sur 10 parmi eux, transfèrent régulièrement des ressources vers le Maroc. Ils séjournent au Maroc au moins une fois par an pour 3 millions d'entre eux. Alors, un autre point aussi très important qu'on a vu, et ça a été remarquablement illustré à l'occasion du foot, du championnat du monde de football, ce n'est pas parce que ces Marocains s'intègrent dans les pays d'accueil que leur relation avec le Maroc s'estompe. Au contraire, on a vu que, et vous le verrez dans le rapport, plus leur intégration est réussie dans les pays d'accueil, et plus leur relation avec leur pays d'origine, avec le Maroc, est intense. C'est un point très important dont parle s'il faut parler. Très important. Absolument. Et puis, alors, on a un autre élément aussi important, c'est que depuis son intronisation en 1999, nous avons calculé que Sa Majesté le Roi a consacré une partie de ses discours, souvent, et quand il les consacre, c'est souvent significatif, 24 fois, dans 24 discours, aux Marocains du monde. Donc c'est un sujet récurrent, c'est un sujet qui revient régulièrement dans les discours de Sa Majesté, qui, sous des angles différents, mais toujours avec le même axe, c'est veiller aux intérêts, veiller à l'intégration, prendre en compte leurs attentes, etc. Et puis, la dimension identitaire, c'est quelque chose de très important, ça a été évoqué par le Président. Il y a une dimension émotionnelle, une dimension identitaire qui est très profonde. Vous avez des gens qui n'ont plus de lien, qui n'ont plus de famille, par exemple, au Maroc, mais qui reviennent régulièrement pour faire ce qu'on peut appeler parfois du tourisme des racines. C'est-à-dire les gens reviennent parfois dans les montagnes les plus éloignées pour aller sur les tombes de leurs aïeux. C'est le cas en particulier de la communauté juive marocaine de l'étranger, qui est importante et qui revient alors même qu'elle n'a plus de liens ni économiques, ni familiaux, ni administratifs même avec le Maroc, et qui reste très très attachée à ses racines et à sa mémoire. Mais ça vaut aussi pour les autres, pour une grande partie des jeunes aujourd'hui, de 4e, de 3e, de 4e génération. Ils viennent, même s'ils n'ont plus de famille, même s'ils n'ont pas d'intérêt particulier, mais ils reviennent pour revisiter leur pays d'origine. Alors, comme a dit Ahmed Ali Dachami, président, nous avons fait une enquête. Cette enquête, il en a donné les paramètres. Nous avons eu plus de 90 000 clics et nous avons eu presque 5 000 réponses, ce qui est considérable, à partir d'une enquête en ligne. Avant de vous donner les résultats chiffrés de cette enquête, sachez que sur les 28 questions que nous avons posées, il y avait à peu près 8 questions qui étaient des questions ouvertes, qualitatives. Et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est l'exploitation l'exploitation qualitative de ce questionnaire. Parmi les facteurs de satisfaction, on a posé la question, quels sont vos motifs de satisfaction? Quels sont vos facteurs de fierté? Qu'est-ce qui vous rend fier? Qu'est-ce qui vous satisfait dans votre relation au Maroc? Premier élément de réponse qui revient très très souvent, très fréquemment, très puissamment, les institutions. Les Marocains du monde répondent fréquemment ou le plus fréquemment, en tête de leur réponse, leur motif de satisfaction et de fierté, Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Les progrès réalisés par le Maroc depuis son intronisation, les positions du souverain sur la question du Sahara et sur le plan international, la défense de la marocanité du Sahara, l'amélioration des droits de la femme, la gestion de la crise du Covid. L'identité nationale, c'est aussi un puissant facteur de satisfaction, la profondeur de l'identité nationale, le patriotisme, la marche verte, l'intégrité territoriale. Le développement du pays, l'amélioration des infrastructures, l'attractivité des investissements et des opérateurs internationaux, en particulier sous l'angle des IDE. Les énergies renouvelables, les infrastructures. On a eu des choses assez surprenantes, par exemple, les grands projets comme le TGV, ils en sont très fiers, mais aussi des choses comme le salon de l'agriculture. Il y en a pas mal qui viennent, qui ont un intérêt pour ça et qui sont venus venus et revenus pour un événement comme celui-là. L'amélioration des droits des femmes, c'est un point important qui revient souvent. Les valeurs sociétales, la solidarité, l'hospitalité, la générosité. On a eu souvent aussi une expression que j'ai trouvée sympathique, la générosité sociale. La convivialité, la gastronomie, l'inventivité, le sens de la famille.
la culture et la diversité culturelle et l'accueil, hein, et en particulier l'opération Marhaba, qui est plébiscitée, qui est évoquée comme quelque chose qui plaît beaucoup, qui est un motif de satisfaction. A l'inverse, nous avons posé la question de savoir quels étaient ce qu'on pourrait appeler les irritants, hein, les motifs d'insatisfaction, de frustration de nos compatriotes à l'étranger. Alors, les principaux facteurs d'insatisfaction, il y a ce qu'on pourrait appeler l'insécurité éthique. Et la perception qu'il faut payer pour obtenir, non pas des droits indus, mais même pour accéder à ses propres droits. Le clientélisme, l'extorsion, la malhonnêteté, les escroqueries, les spoliations, les arnaques immobilières et foncières, ce sont des choses qui reviennent très très souvent et qui témoignent de vécus douloureux, hein, de la part de ceux qui ont répondu. Les difficultés avec les services publics et administratifs, la complexité de l'environnement des affaires, le manque d'information, le manque de transparence sur les procédures d'investissement, l'insécurité sanitaire et l'hygiène publique, la saleté souvent évoquée, la lenteur, la saleté dans les rues, hein, la lenteur des premiers secours en cas d'accident de la route, la mauvaise qualité de la prise en charge médicale, l'insécurité et l'ordre public, mais l'insécurité est légère. Hein, on n'a pas les niveaux d'insécurité qui existent dans beaucoup de pays d'accueil de nos compatriotes. Il y a quelque chose aussi qui revient souvent, ce sont les incivilités, le manque de respect pour les femmes, le problème souvent évoqué aussi des gardiens de parking, le manque de reconnaissance des MDM, le sentiment de subir parfois des situations de maltraitance et d'humiliation, le sentiment aussi parfois des styles de discrimination par rapport aux étrangers, aux touristes. Ils ont le sentiment parfois que les touristes non marocains sont mieux traités que les Marocains. Les incivilités, quelqu'un a aussi utilisé l'expression de misbehavior, les mauvais comportements, l'agressivité de certains fonctionnaires, et puis la qualité des services de transport, notamment le transport aérien. Souvent la rame d'ailleurs a été stigmatisée, mais aussi Air Arabia, en termes d'accueil, en termes de prise en charge en cas de retard, etc. Donc voilà l'exploitation un peu qualitative de ce questionnaire. Vous voyez que c'est assez équilibré et finalement assez vivant. Alors, les attentes maintenant, 4 catégories d'attentes, on ne vous apprend rien. Les services culturels, les Marocains attendent un meilleur accès à l'enseignement, un meilleur accès à la connaissance de l'histoire du pays et à sa vie culturelle. Il y a une aspiration aussi à un meilleur service en matière culturelle. Hein, l'idée, c'est d'améliorer la compétence des intervenants, de préserver l'identité, de préserver l'intelligibilité et la tradition du rite malékite marocain. Ça, ce sont des choses que nous avons tirées, pas du questionnaire, mais des auditions que nous avons faites. Nous avons fait plusieurs auditions auprès de spécialistes, d'institutions, d'acteurs gouvernementaux, non gouvernementaux, etc. Il y a aussi de fortes attentes en matière économique, hein, autour du constat, à partir du constat de la faiblesse des moyens consacrés à la représentation permanente à l'étranger des intérêts et des services d'activité et des secteurs d'activité marocains. Et puis une insatisfaction qui se réduit, hein, on va voir qu'il y a un niveau de satisfaction qui s'améliore au sujet des prestations des services consulaires, administratifs et sociaux. Aujourd'hui, il y a eu de véritables progrès dans la digitalisation, mais ce process reste incomplet. Les procédures sont coûteuses. On a évoqué par exemple le coût d'un passeport. Un passeport, ça coûte à peu près presque 90 € en Europe. Alors qu'une famille qui a 4-5 personnes et qui doit faire 4-5 passeports, ça coûte quelque chose qui a été évoqué. Voilà. Un élément aussi, c'est l'accès aux services de la justice. La complexité, la fiabilité des modalités d'accès à la justice est souvent évoquée comme un levier d'amélioration fortement attendu. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres qui sont proposés ici. Ce que je propose, c'est juste de jeter un œil sur, vous voyez, ces éléments qui sont en rouge. Ce qui est en rouge, ce sont les éléments de forte insatisfaction. Les services culturels, l'enseignement des langues,
les services et l'assistance en matière religieuse, les services administratifs. Alors, non, pardon, ça, ce sont les éléments, oui, les éléments aussi en rouge qui sont négatifs en effet, les services judiciaires, les services en matière de conservation foncière, une grosse insatisfaction concerne l'offre des soins de santé. Quand ils viennent au Maroc, et à l'idée d'aller au Maroc, les MDN ont une appréhension en matière de qualité et même de financement d'accès à la santé, parce que souvent les conventions de sécurité sociale, même quand ils ont des assurances maladie, souvent ce sont des assurances maladie subordonnées à de la territorialité. Donc ils ont du mal à faire valoir ici. Et puis l'acte d'investissement, et tout ce qui est investissement, c'est aussi des motifs d'insatisfaction. Alors, je vous évoque rapidement quelques-unes des grandes recommandations que nous avons formulées au sujet de cet axe-là, hein, c'est comment mieux servir les Marocains. L'idée, c'est d'améliorer, en coopération avec les ambassades, l'offre des services culturels. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intervenants, comme a dit Samuel Hachami, en matière culturelle en particulier. Alors, vous avez beaucoup d'intervenants, et avec un contenu d'offre qui est considéré assez largement comme insatisfaisant. L'idée aussi, c'est en matière culturelle, c'est de dépasser l'approche traditionnelle qui consistait à voir de l'action culturelle dans des murs, avec des bâtiments, un institut, un centre culturel, etc. L'idée, c'est d'aller vers des choses hors mur, aujourd'hui, vers des plateformes, et qui seraient animées par des professionnels du Maroc et des Marocains de l'extérieur, pour animer une offre de services culturels permanente, enfin, avec une programmation régulièrement actualisée et confiée dans une logique de partenariat public-privé ouverte à la participation du secteur privé. Les services administratifs, une idée forte, c'est la mise en place d'une plateforme digitale unique, un guichet unique, qui assure l'interopérabilité entre tous les intervenants de l'écosystème destiné aux Marocains du monde. Si vous allez aujourd'hui sur les sites des différents départements ministériels, des différentes administrations, même les départements ministériels dédiés aux Marocains du monde, eh bien, ils sont très peu accessibles. Leurs données sont souvent archaïques, non régulièrement mises à jour, et surtout ces sites ne communiquent pas entre eux, n'assurent pas de renvoi, pas de complémentarité, et finalement présentent un intérêt opérationnel assez limité. Donc l'idée, c'est, puisqu'il y a un process de digitalisation qui est lancé, c'est de le parachever vers cette plateforme unique et interopérable entre l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des administrations. C'est une recommandation forte. Alors, par exemple, en matière de corruption, un thème qui est revenu souvent, nous avons recommandé d'améliorer la visibilité du numéro vert. Il y a aujourd'hui un numéro vert sur la corruption, mais il est peu connu. Donc l'idée, aussi, c'est d'en améliorer la visibilité sur les sites de toutes les administrations, et dans tous les postes de transit, les postes frontières, etc., de façon à, y compris psychologiquement, à montrer que la corruption n'est ni une fatalité, hein, et que les pouvoirs publics ne sont pas inertes à cet égard, et que surtout, ça n'est pas quelque chose d'insurmontable. Voilà. Donc, amélioration de la visibilité des services qui existent lorsque, comme celui-là, il présente un intérêt collectif. En matière judiciaire, il y a un gros sujet. On a évoqué tout à l'heure les gros succès des Marocains du monde. Il faut savoir aussi qu'il y a des Marocains du monde qui sont en grande vulnérabilité. On a estimé dans les chiffres, il y a 12 000 Marocains dans les prisons en Europe. Les Marocains sont la première nationalité dans les prisons européennes. En France, les Marocains sont la deuxième nationalité dans les prisons après les Algériens. Ces gens dans les prisons, ce sont des jeunes. La plupart du temps, ce sont des jeunes hommes qui ils sont arrêtés pour des larcins, pour des vols, des petits délits. Et en fait, comme ils n'ont pas de garantie, eh bien, ils ne peuvent pas bénéficier ni d'aménagement de peine, ni de dispositifs de réinsertion, etc. Et donc les séjours en prison, finalement, les ressortent encore plus précaires,
et en plus grande difficulté que lorsqu'ils y rentrent. Notre recommandation, c'est de renforcer la protection et l'assistance consulaire pour les Marocains, les jeunes en situation de vulnérabilité, d'améliorer l'assistance consulaire pour les Marocains qui tombent dans l'irrégularité administrative sans même avoir été au départ des clandestins. C'est des gens qui avaient des papiers, qui perdent pour des raisons de lenteur administrative parfois leur droit au séjour et qui se retrouvent confrontés seuls à l'administration des pays d'accueil. L'idée, c'est d'améliorer aussi l'assistance à ces jeunes et à ces personnes. Une protection aussi pour les enfants. Il y a 15 000, on parle de 15 000 mineurs non accompagnés. Ils ne se sont pas retrouvés à l'étranger par hasard. Il y a des réseaux de trafic, des réseaux de pédophilie, des réseaux d'exploitation de ces jeunes contre lesquels il faut lutter. Et ces jeunes méritent une assistance et une protection. Même chose pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui marocaines qui sont l'objet de maltraitance, qui sont entre les mains aussi de réseaux de traite d'êtres humains, une politique active de protection. Sur la protection sociale, j'ai évoqué tout à l'heure l'idée que beaucoup de Marocains, particulièrement au troisième âge, aspirent ou aspireraient à finir leurs vieux jours dans leur pays. Ils ne le font pas parce que les conventions de sécurité sociale qui les concernent ne prévoient pas la transférabilité des droits à la couverture médicale. Donc, pour bénéficier des soins de santé, ils doivent résider dans les pays où ils ont acquis ces droits. Nous avons recommandé d'engager le dialogue diplomatique et technique autour de cette question avec les pays d'accueil pour permettre à ces gens, lorsqu'ils le souhaitent, de revenir s'installer dans leur pays et de continuer à bénéficier des droits à la couverture médicale, lorsqu'ils décident de revenir. Il y a 25 minutes, mon ami. Bon, eh bien, si les 25 minutes sont atteints... Oui, alors, sur la question des transferts financiers, il y a deux points. Transferts financiers et compétences techniques. Sur les transferts financiers, ils représentent, les chiffres qui sont sortis aujourd'hui d'ailleurs, de Banque Publique parlent de 105 milliards pour 2022. On attend 105 milliards, je crois, pour 2021. Voilà. Et on attend à peu près un peu moins pour 2023. Et ça devrait remonter un peu à 2024. La question, ce que nous proposons, c'est d'encourager les acteurs du secteur financier à développer des produits d'épargne pour les Marocains du monde et des produits d'assurance santé aussi pour leurs familles, de façon à ce que les flux de transfert ne soient pas seulement destinés à de la consommation comme c'est aujourd'hui le cas. Les flux aujourd'hui sont très marginalement destinés à de l'investissement. L'idée, c'est d'améliorer aussi les flux vers de l'investissement. Une proposition forte aussi, c'est d'ouvrir un fonds d'investissement qui serait dédié aux Marocains du monde. Cette proposition, nous l'avions formulée avant même l'annonce et la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Et nous considérons nous recommandons que ce fonds Mohamed VI pour l'investissement soit activement ouvert à la participation des MDM. Et nous recommandons aussi que les actifs de ce fonds, soient fléchés vers des activités à bénéfice social et à bénéfice environnemental tangible. Et l'idée, ce n'est pas simplement de faire un fonds qui soit rentable, mais c'est financièrement, c'est l'idée qu'il soit rentable financièrement et qu'il produise des impacts sociaux et environnementaux positifs. Alors, dernier point sur le plan institutionnel, le président l'a dit, il y a un réseau institutionnel qui est dense, il y a beaucoup d'établissements. Ce réseau, nous avons constaté qu'il est dysfonctionnel. Il y a toutes les institutions qui existent ont une nécessité, sont légitimes, bien entendu, et personne ne remet en cause leur légitimité ni leur nécessité. Mais le problème, c'est que ces institutions aujourd'hui constituent une sorte de constellation sans articulation entre elles. Voilà. Et donc la recommandation, d'abord, c'est d'améliorer la cohérence, la convergence, d'éviter les redondances entre ces institutions. Et je ne reviens pas sur les présentations qui ont été énoncées par le président. Il y en a une sur laquelle moi j'aimerais insister, à côté de celle qu'a évoquée le président, qui concerne la Fondation, c'est celle qui concerne cette commission ministérielle chargée des MRE,
qui aujourd'hui est une commission ministérielle, entre ministres, qui se réunit de façon assez aléatoire, qui en fait est une sous-structure en fait du gouvernement. L'idée, c'est de la transformer, cette commission, en haute commission, à haut rattachement, au minimum auprès du Premier ministre, d'accord, au minimum auprès du Premier ministre, ou du chef du gouvernement, pardon, et qui aurait une fonction d'orientation stratégique, une fonction d'évaluation des politiques publiques dédiée au MDN et une fonction d'arbitrage sur ces politiques. Voilà, c'est une des recommandations fortes. Une autre recommandation concerne, pour l'activité économique, la création de chambres de commerce du Maroc à l'étranger. Aujourd'hui, dans les ambassades, il y a, dans le meilleur des cas, il y a un conseiller économique. Conseiller économique tout seul, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ne peut pas faire grand-chose. Donc l'idée, c'est de développer des chambres de commerce du Maroc, de la même façon qu'il y a des chambres de commerce étrangères au Maroc, et bien qu'il y ait des chambres de commerce à l'étranger, du Maroc, animées par des opérateurs économiques marocains, ouvertes aux opérateurs économiques des pays d'accueil des Marocains du monde, financées par l'adhésion de leurs membres et par les recettes liées à leur activité, exactement sur le modèle des chambres de commerce de différents pays qui opèrent au Maroc. Ça encore, c'est une proposition nouvelle, innovante, que le Conseil a apportée. Au sujet de la représentation et de la participation politique, vous avez dans le rapport tout ce qui a été dit, mais si vous avez des questions là-dessus, on vous répondra. Nous avons recommandé de renforcer l'ensemble des mécanismes participatifs, de façon à systématiser la prise en compte des points de vue, des attentes, des éléments de contribution des Marocains du monde dans à tous les stades de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques, en particulier sur les sujets qui les concernent. Et à commencer par le CESE, exactement comme on l'a fait à l'occasion de ce rapport, et bien l'idée c'est de prendre systématiquement en compte le point de vue de nos collègues. Les associations, il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'amicales. L'idée c'est de doter le Maroc, et les pouvoirs publics marocains en particulier, d'un référentiel qui permet d'évaluer l'utilité sociale de ces associations sur la base de critères objectifs mesurant la transparence de leur gouvernance, la transparence de leurs chiffres, voyez, de leur financement, de leur administration, de leur démocratie interne. Et sur cette base-là, celles qui seraient reconnues, voyez, comme étant porteuses ou ayant une gouvernance responsable, eh bien, pourraient être accréditées d'une certaine manière ou favoriser, si je puis dire, en tout cas avoir la priorité dans les partenariats avec les pouvoirs publics, dans les politiques à l'étranger, de façon à renforcer la crédibilité aussi des liens entre les pouvoirs publics marocains et les associations à l'étranger, et sortir du soupçon qui n'a que trop duré sur finalement la crédibilité et l'efficacité et le rôle de ce qu'on a très souvent et très longtemps appelé les amicales, vous voyez, et qui sont aujourd'hui assez mal connues en fait, avec des qualités inégales. Certaines sont actives, d'autres ne le sont pas du tout. Et l'idée c'est de pouvoir avoir un élément de lisibilité, de meilleure évaluation aussi des performances de ces structures. Alors j'avais dit 25 minutes, je pense que... Président, 30 minutes. 30 minutes, voilà. Merci pour la tolérance sur les 5 minutes accordées. Merci beaucoup. Merci.